Un dernier rapport des Nations Unies du 29 juillet dresse l'état de la menace terroriste mondiale en fonction des zones géographiques. Quelles sont les régions les plus touchées? Comment faire pour lutter contre cette menace qui a évolué et prend désormais de nouvelles formes? Pour répondre à ces questions, Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère français de la Défense, expert en relations internationales, est avec vous. Vous avez notamment écrit l'ouvrage Avec Dieu, on ne discute pas, paru en 2020 chez Robert Laffont, sur les radicalismes religieux. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. L'Afrique est aujourd'hui le continent le plus menacé par le terrorisme, en particulier au Sahel. Pourquoi est-ce que cette région est devenue l'épicentre du djihadisme ? C'est une question essentielle que vous posez, mais qui nécessiterait une réponse très longue. D'abord, première remarque, le terrorisme n'est pas un ennemi, c'est un moyen d'action. C'est-à-dire qu'il y a encore des bons terroristes et des mauvais terroristes. Quand les Ouïghours font un attentat à la voiture piégée sur la plaque Tiananmen, on dit c'est normal puisqu'ils sont opprimés par le régime communiste. Bon. Donc on est sur une phraséologie, si vous voulez, qui fait la différence. C'est pas le terrorisme qui est un ennemi, c'est la somme des crises, si vous voulez, dans laquelle le faible est obligé d'utiliser le terrorisme pour défendre contre le fort. Vous croyez que si Gaza avait une aviation, il se comporterait avec des terroristes? Donc, non, je crois qu'il faut quand même faire attention. Je m'étonne que l'ONU utilise encore ce concept comme si c'était un outil, comme si c'était un ennemi. C'est pas un ennemi, c'est un outil. En Afrique, justement, comment évolue la menace de groupes comme Boko Haram ou l'État islamique au Sahel? Ça évolue de manière très, très grave, puisque vous savez, la plupart des États africains sont des découpages post-coloniaux, c'est-à-dire des endroits dans lesquels, effectivement, on a réuni des populations qui n'avaient aucune identité nationale, et le Soudan en fait justement partie. Et donc, vous avez des règlements de compte qui, entre ethnies, qui prennent parfois des colorations islamistes, mais qui ne résolvent absolument pas du tout le problème. Un groupe comme Boko Haram est par exemple un groupe terroriste, effectivement, qui a une très grande efficacité, mais qui émarge sur la quasi-totalité des États environnants parce qu'ils vont un discours de l'égalitarisme, de la justice, etc., alors que c'est un groupe terroriste, tout ce qu'il y a de plus effrayant, quoi. Donc, il ne faut pas se limiter à la forme d'action, il faut essayer de faire comprendre quelle est la logique même qui amène à l'utilisation du terrorisme. Je vous ai cité l'exemple des Ouïghours, parce que cela, tout le monde est prêt à les soutenir, sauf que quand ils font un attentat terroriste, on n'ose pas le condamner. Autre foyer, l'Afghanistan et l'Asie centrale, où l'État islamique au Khorasan représente aujourd'hui la principale menace terroriste. Oui, mais on est justement sur l'Afghanistan, sur quelque chose qui est très extraordinaire. Nous sommes, nous, Européens, Occidentaux, focalisés sur le salafisme djihadiste. Bon, d'abord, je vous ferai remarquer qu'on n'accuse jamais l'Arabie saoudite, qui est quand même le pays générateur du sujet. Deuxième chose, aujourd'hui, les salafistes tuent plus de musulmans que de non-musulmans. Parce qu'il y a des querelles entre groupes, entre l'État islamique, entre Daesh, etc. Et donc la question c'est, est-ce que nous sommes, nous, la principale cible de ce radicalisme islamiste? Et s'ils se massacrent entre eux, est-ce qu'on a à intervenir? Moi j'ai tendance à penser que non. Parce qu'encore une fois, quand il y avait les guerres de religion en Occident, on savait bien qu'il fallait arriver jusqu'au point extrême où seuls les défenseurs de la paix pourraient parler. Donc, je crois que la fonction de police, si vous voulez, des Occidentaux, rappelez-vous la catastrophe qu'a provoquée George Bush avec l'invasion de l'Irak, après l'invasion de l'Afghanistan. Donc notre capacité militaire à gérer les problèmes de terrorisme est nulle, et elle est même plutôt perverse. Vous parlez de querelles. Comment est-ce que les talibans gèrent la présence de groupes rivaux sur leur territoire? Par l'extermination. Vous savez, l'Afghanistan est ce qu'on appelle géographiquement une zone de confins, c'est-à-dire que c'est une région dans laquelle se sont réfugiées toutes les populations minoritaires qui étaient persécutées par les empires environnants. Il y avait l'empire perse, il y avait l'empire indien, etc., etc. Bon. C'est-à-dire que quand vous allez en Afghanistan, vous vous rendez compte que prendre la capitale, c'est absolument pas un problème, puisque de toute façon, c'est chaque vallée, l'une après l'autre, qu'il faut prendre, parce que chaque vallée est composée d'ethnies différentes. Ça veut dire que les Russes ont cru, comme tout le monde, qu'en prenant la capitale, le problème était réglé. Ils n'ont fait que découvrir leur malheur. Ça leur a coûté 10 ans. Après, les Américains, qui eux n'avaient rien appris, ils ont fait exactement la même chose, et eux, ça leur a coûté 20 ans. Donc, si vous voulez, le cas de l'Afghanistan est un cas extrêmement intéressant, parce qu'encore une fois, a-t-on une capacité à gérer la situation afghane? C'est dramatique ce que je dis, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait finalement une solution violente, mais interne à l'Afghanistan, et c'est la seule manière de voir qu'un jour il y aurait un consensus de paix en Afghanistan. Moi j'y suis allé bien avant que les Russes n'envahissent, donc je n'ai pas de problème, j'ai un alibi, mais c'est effrayant, c'est effrayant. Vous changez de village, vous changez de vallée, vous êtes dans une autre civilisation, une autre culture, etc. Les géopoliticiens ne prennent pas, qui conseillent les politiques, ne prennent jamais la complexité des problèmes. Ce qui est important, c'est que l'homme politique va décider une intervention militaire si ça lui rapporte quelques victoires électorales.
Concernant l'Europe, quels sont les pays les plus exposés aujourd'hui et pourquoi? Ah, c'est une question très difficile, hein, parce qu'effectivement, bon, nous, on a tendance, Français, à voir la chose à travers notre situation, puisque nous, évidemment, il y a le passé colonial, il y a le rapport particulier avec le monde arabo-musulman, il y a le rapport particulier avec le monde maghrébin, et puis le reste, si vous voulez, de l'Europe est quand même dans une espèce de folie qui fait que quand un type est condamné pour fait de terrorisme, qui sort de prison, qu'il est frappé d'une obligation de quitter le territoire français, on ne peut pas l'extrader. Parce que la jurisprudence européenne impose qu'on vérifie qu'il sera bien traité chez lui. Est-ce que vous croyez que les Algériens vont récupérer leurs salafistes qui ont été condamnés après les attentats de 2015 et ainsi de suite en France? Ils ont eu 10 ans de guerre civile, ils ne vont pas les récupérer. Donc il faudrait arrêter, il faudrait que l'Europe arrête de considérer que c'est une espèce d'asile dans lequel les gens vont bien se comporter parce qu'ils sont bien accueillis. Donc il y a une espèce de délire juridique, si vous voulez. Et moi, j'ai été juriste, donc je peux vous dire que c'est un monde à l'envers. L'Europe est menacée par sa propre nature. Il y a une espèce de maladie auto-immune de l'Occident, quoi. On constate aujourd'hui que les terroristes sont de plus en plus jeunes. Pourquoi? Et comment on fait pour s'adapter à ces nouvelles menaces? Ben, je crois que vous avez un rajeunissement de l'âge, non seulement sur le terrorisme, mais sur le trafic de drogue. C'est-à-dire que vous avez effectivement une jeunesse qui échappe totalement à toutes les formes de contrôle social habituel. Et donc, il y a effectivement un problème où tout à coup, la possibilité de se faire connaître, la possibilité de gagner beaucoup d'argent, etc., émarge sur des tranches d'âge, si vous voulez, qui sont extrêmement inquiétantes. Parce qu'encore une fois, on est dans le droit. Et quand vous êtes dans le droit et que vous êtes mineur, vous pensez bien que les trafiquants de drogue, comme les salafistes, savent très bien que la justice est paralysée quand on traite un mineur, puisqu'on ne veut pas le condamner à la prison, etc. Donc il y a des adaptations qu'il faut faire par rapport à la réalité et pas par rapport au principe. Quels sont les moyens justement mis en place aujourd'hui pour lutter efficacement contre cette menace qui a évolué avec les réseaux sociaux ou encore les messageries cryptées? Est-ce que la coopération internationale fonctionne bien dans ce domaine? Oh, la coopération internationale fonctionne toujours mal, si vous voulez, parce qu'effectivement, les pratiques juridiques peuvent être assez différentes. Effectivement, demander des renseignements sur des dossiers précis, à condition que ça se fasse entre services de renseignement pour que ça ne fuite pas, ça peut marcher. Si ça se fait entre tribunaux, c'est difficile, parce qu'évidemment, vous êtes obligé de dévoiler une partie de ce que vous savez sur un individu, sur un groupe, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, la justice, qui a vocation évidemment à être transparente, est une espèce de fragilité pour lutter contre ce terrorisme. La coopération Merci internationale beaucoup. marche bien. Vous voyez, par exemple, Merci beaucoup Pierre Conessa, désolé le temps nous manque. On rappelle, vous êtes ancien haut fonctionnaire au ministère français de la Défense, expert en relations internationales. Merci beaucoup de nous avoir éclairés.